La beauté exquise de l'impératrice Irène faisait tomber les mâchoires, mais personne ne réalisait que son visage élégant dissimulait un esprit tordu. Irène était prête à tout pour accéder au pouvoir. Pour se rapprocher toujours plus du trône byzantin, elle manipulait ses proches, soumettait ses ennemis à des châtiments effroyables, et, en une occasion, commit l'ultime trahison envers son propre mari. Attachez vos ceintures, l'histoire de l'impératrice Irène n'est pas pour les âmes sensibles. Le chemin d'Irène vers le trône de l'Empire byzantin fut tortueux, mais elle avait un avantage au départ. Née à Athènes vers 750, elle était membre du clan extrêmement influent et noble des Sérantipakos. Malheureusement, un revers survint. Irène connut une immense tragédie dès son plus jeune âge, ses deux parents mourant alors qu'elle était encore une petite fille. Il y avait cependant une consolation. Outre son éducation accomplie, Irène était également d'une beauté exceptionnelle, et elle s'apprêtait à mettre ses attraits à profit. Alors qu'elle était encore adolescente, l'empereur Constantin V invita Irène à voyager jusqu'à Constantinople, le centre de l'Empire byzantin. Certains historiens pensent mais que là-bas, l'empereur organisa le premier spectacle de mariés byzantins pour son fils et héritier, Léon. C'est aussi sordide que cela en a l'air. De jeunes femmes défilaient devant le jeune homme, et il choisissait celle qu'il trouvait la plus belle. Eh bien, vous pouvez deviner ce qui se passa. Lors du spectacle de mariés, la grande beauté d'Irène éclipsa toutes les autres femmes de haut rang. Elle et Léon se marièrent très peu de temps après son arrivée à Constantinople, convolant en novembre 769. C'était un conte de fées, probablement au-delà des rêves les plus fous de l'orpheline, mais ne vous installez pas trop confortablement. Cela se transforma rapidement en un véritable cauchemar. Le principal problème était profond. Alors que les Byzantins au pouvoir étaient iconoclastes, opposés à tout talisman représentant des figures religieuses, Irène nourrissait des sympathies iconophiles et aimait secrètement les images de saints. Ce conflit peut sembler anodin aujourd'hui, mais pour Irène et Léon, il marqua le début de l'une des périodes les plus scandaleuses de l'histoire byzantine. Constantinople était avant tout dévouée à la couronne, et en 771, Irène donna naissance à un héritier, un garçon nommé Constantin, comme son grand-père. Mais même cette heureuse nouvelle avait un côté sombre. Constantin fut leur seul enfant, et pour autant que nous sachions, la seule grossesse d'Irène et Léon, indiquant que leur union était déjà fragilisée. Mais avant que le royaume ne commence à trop s'inquiéter, les vents tournèrent à nouveau. En tant qu'empereur et impératrice, il était crucial que Léon et Irène présentent un front uni à leur royaume. Mais ils ne le firent pas. Bien que plus tolérant que son père, Léon restait dévoué à la cause iconoclaste. Pendant ce temps, l'amour rebelle et dangereux d'Irène pour les images religieuses ne faisait que s'intensifier avec les années, jusqu'au jour où tout s'effondra. Le mari d'Irène avait passé les premières années de son règne à flirter avec l'idée que certaines iconographies étaient acceptables. Mais en 780, tout bascula. Léon se mit à persécuter les iconophiles comme Irène de toutes parts, et il ne le fit pas avec douceur. Il fit arrêter ses propres courtisans, les soumettant à des flagellations et à des humiliations telles que la tonte de leurs cheveux. De toute évidence, quelque chose avait mal tourné. La réponse pourrait se trouver dans la chambre à coucher d'Irène elle-même. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui déclencha les violentes croisades de Léon contre les iconophiles. Mais les historiens ont émis une suggestion glaçante. Certains prétendent qu'un jour, l'empereur Léon souleva l'oreiller d'Irène pour découvrir que sa propre épouse avait caché deux icônes sacrilèges en dessous. Ces actions suivantes furent les plus impitoyables à ce jour. Selon l'histoire, l'intelligente mais terrifiée impératrice Irène
insista sur le fait qu'elle ignorait la présence des icônes et que des courtisans iconophiles, malveillants, avaient dû les introduire en secret. Trop heureux de se venger, Léon traqua alors les courtisans et les fit punir. Même ainsi, il n'était pas dupe. Il se vengea simplement d'Irène, d'une manière totalement différente. Après avoir découvert le secret de sa femme, l'empereur Léon fut, dit-on, si dégoûté par Irène, malgré ses dénégations, qu'il jura de ne plus jamais partager son lit. Le problème est que Léon n'eut pas beaucoup de temps pour infliger cette punition créative à sa femme. Le destin le rattrapa, et cela allait changer la vie d'Irène à jamais. La même année où Léon se lança dans sa croisade contre tous les iconophiles, le karma frappa durement la famille royale. Quelques mois après ces purges, l'empereur tomba gravement malade d'une fièvre. En quelques jours, il était mort, et le jeune fils d'Irène, Constantin, alors âgé de seulement 9 ans, devint le nouvel empereur. Mais c'est alors qu'Irène prit véritablement son essor, et c'était terrifiant. Avec son mari refroidissant dans sa tombe et son fils à peine assez âgé pour comprendre qu'il était le nouvel empereur, Irène profita du vide de pouvoir comme une chef. Avant que les anciens courtisans de Léon ne puissent cligner des yeux, Irène était officiellement régente de son fils et dirigeait déjà le royaume d'une main de fer. Mais elle ne s'arrêta pas là. Moins de 2 mois après être devenue régente, les nouveaux courtisans d'Irène commencèrent à s'irriter de ses ambitions. Après tout, comment une femme pouvait-elle prendre le pouvoir? Furieux, ils complotèrent sa chute, faisant appel à l'un des demi-frères de l'empereur Léon, Nikiphoros, pour s'emparer du trône de ses mains avides. Oh là là, ils finirent par regretter de ne pas être restés obéissants. L'impératrice Irène vit dans ce complot raté l'opportunité qu'il représentait. Non seulement elle punit les hommes, mais elle les bannit de leurs anciennes positions élevées, puis les remplaça par des hommes d'une loyauté indéfectible envers elle et sa vision pour l'Empire. En plus de ces punitions pour Nikiphoros et ses alliés, Irène leur offrit également des postes de prêtres à la célèbre Hagia Sophia à Constantinople. Cela peut sembler un compliment miséricordieux, jusqu'à ce que vous réalisiez la vérité stupéfiante. Prendre la soutane empêchait le rusé Nikiphoros de régner à l'avenir. Soudain, tout le monde dans l'Empire sut qu'il avait affaire à une femme d'une intelligence redoutable. Mais Irène passait déjà à des tactiques encore plus astucieuses. Dans les mois qui suivirent, l'impératrice Irène consolida son pouvoir de manière époustouflante. Écartant son propre fils, Constantin sur le côté, elle plaça son nom en premier sur toutes les pièces et documents de l'époque, se positionnant comme sa co-régente plus puissante et non comme sa régente, et tenta même de le contrôler dans sa chambre à coucher. Rien ne dit mieux le génie politique dans l'Empire byzantin que de forger un mariage avantageux. Et Irène commença bientôt à chercher une jeune fiancée pour son fils, afin de consolider son pouvoir, ou plutôt celui de son fils. Son regard se posa sur Rotrud, une fille de Charlemagne. Comme toujours, Irène avait bien choisi. Charlemagne était alors un acteur puissant et influent dans l'Empire romain d'Occident, le pendant de Byzance. En 787, le jeune Constantin, encore adolescent, attendait avec impatience d'épouser Rotrud. Et Charlemagne était tout à fait favorable à cette nouvelle alliance. Mais Irène avait maintenant d'autres idées. Les vents politiques avaient dû tourner, et Charlemagne ne lui était plus utile. Alors, elle rompit les fiançailles. Avec le recul, cela marqua peut-être le début de la fin de sa famille heureuse. Non seulement Irène mit fin aux fiançailles de son fils avec Rotrud, mais elle insista également pour choisir sa prochaine fiancée. Ironiquement, elle choisit la candidate Maria Damnia, à travers un spectacle de mariée, de la même manière, peu romantique et obscure, par laquelle Irène elle-même était devenue impératrice. Constantin épousa Maria docilement, mais tout ce temps,
il complotait sa vengeance. À mesure que Constantin grandissait, il prenait aussi de plus en plus conscience que sa mère intrusive siphonnait son pouvoir. En 790, Constantin était hors de lui, frustré et ambitieux pour son trône, et ses courtisans n'étaient pas non plus ravis d'Irène. Soudain, le mécontentement se transforma en véritable rébellion. Les soldats prirent les armes contre elle, proclamant Constantin comme le véritable empereur, et Irène comme une simple prétendante. Pire encore, cette fois, cela fonctionna. Après une décennie de pouvoir presque incontesté, Irène fut humiliée et dépouillée de ses titres. Cela ne fit que la pousser à riposter encore plus fort. Avec Irène hors du pouvoir, tout le monde pensait que cette étrange période où une femme régnait était terminée pour de bon. Mais ils avaient d'autres plans. Il s'avéra que diriger un royaume n'était pas aussi facile qu'Irène l'avait fait paraître. Et son fils Constantin VI échoua lamentablement. En quelques mois, il luttait pour repousser les attaques de ses autres parents. En 792, Constantin revint en rampant vers sa mère, la suppliant de revenir à la cour et de l'aider à nettoyer le désordre qu'il avait créé. Pour adoucir l'offre, il lui proposa même de reprendre le titre d'impératrice. Irène n'aurait pas accepté moins que cela. Elle accepta, et pour la 4e fois, mère et fils régnèrent en tant que co-régents, jusqu'à ce qu'Irène complote la sombre chute de son enfant. En fin de compte, ce qui brisa le dos du chameau fut Constantin lui-même, notamment ses habitudes scandaleuses dans la chambre à coucher. Le mariage d'Irène avec Maria d'Amnia avait été totalement misérable, et il décida de divorcer d'elle dans une infamie publique pour s'installer avec sa maîtresse, Théodo. Alors que le royaume explosait d'indignation, Irène vit son opportunité, et elle fut féroce. Après 5 ans à régner aux côtés de son fils, Irène mit son complot impitoyable en action. Elle avait discrètement rassemblé des alliés de son côté. Et sentant la faiblesse de Constantin, elle lâcha maintenant ses partisans sur lui. Son influence était si étendue que même lorsque Constantin s'enfuit de la province, terrifié, les amis de sa mère étaient là pour l'attraper. Bien sûr, ce n'était pas la fin du spectacle d'horreur. Ce n'était que le début. L'impératrice Irène en avait maintenant presque fini de jouer avec son fils prodigue. Elle le frappa donc d'une punition absolument brutale. Employant une stratégie d'exécution favorite des Byzantins, Irène ordonna à ses hommes de crever les yeux de Constantin le 19 août 787. Oui, elle fit vraiment cela à son propre fils, donnant un nouveau sens au terme « querelle familiale ». Avec Constantin VI aveuglé, sans héritier et hors jeu pour de bon, rien n'empêchait Irène de régner non seulement comme régente, mais comme unique impératrice de l'Empire byzantin de plein droit. Rien, sauf le précédent. Car lorsqu'elle accéda au pouvoir, le pape et l'Empire romain d'Occident commencèrent à la regarder de travers. Puisqu'elle était une femme, certains Romains d'Occident prétendirent qu'il y avait un siège vacant dans l'Empire d'Orient, et ils voulèrent le remplir avec une figure du passé d'Irène. En 800, quelques années seulement après qu'elle eut pleinement saisi le trône byzantin, le pouvoir d'Irène fut confronté à une menace glaçante. Le pape Léon III, suivant la théorie selon laquelle une femme ne compte pas, proclama son vieil ami Charlemagne comme empereur du Saint-Empire romain, d'un empire romain unifié, diminuant essentiellement l'influence du royaume d'Irène. L'Empire byzantin n'était pas un endroit où se reposer sur ses lauriers. Et tout empereur ou impératrice devait constamment être sur ses gardes face au complot contre eux. Un jour, Irène trébucha, et cela lui coûta tout. En 802, une nouvelle faction de rebelles complota pour la destituer du trône. Cette fois, ils réussirent à la remplacer, de manière insultante, par le ministre des Finances publiques. Étant donné la réputation impitoyable d'Irène, ils ne firent preuve d'aucune clémence. Le 31 octobre, Irène n'était officiellement plus impératrice,
Et après des décennies de complots à la cour, personne dans l'Empire ne voulait tenter de la garder au palais comme douairière. Au lieu de cela, les rebelles victorieux l'exilèrent sur l'île grecque isolée de Lesbas, désormais célèbre comme le foyer de la poétesse Sappho. Une fois arrivée là-bas, la fortune d'Irène déclina encore davantage. Irène avait grandi belle, avait occupé une position de consort immensément riche et avait comploté pour obtenir un pouvoir absolu. En d'autres termes, elle n'était pas habituée à la pauvreté, mais c'est exactement ce qu'elle connut à Lesbas. Son sort était pitoyable. Dépourvue de ses bijoux et de son influence, l'ancienne impératrice, autrefois puissante, dut subvenir à ses besoins en filant de la laine. Avec ce renversement complet de fortune, il n'était peut-être pas surprenant que le choc fût trop grand pour l'ancienne impératrice, qui était maintenant dans la cinquantaine et montrait des signes d'usure d'une vie difficile. En fin de compte, Irène ne survécut qu'une seule année à Lesbas après son exil humiliant, s'éteignant le 9 août 803. Il existe de nombreuses théories sur la manière et les raisons du décès du dernier mari d'Irène, l'empereur Léon. Certaines théories attribuaient sa mort à une santé fragile et au stress, mais la plus scandaleuse est peut-être qu'Irène, voyant que la situation tournait contre elle, empoisonna son mari pour échapper à une situation de plus en plus inconfortable. Quelle que soit la vérité, Irène n'avait assurément aucun scrupule lorsqu'il s'agissait d'obtenir et de conserver le pouvoir, et ses sujets la prirent à leurs dépens. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu de Factor 8, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et de laisser un like et un commentaire sur la vidéo. Merci d'avoir regardé.